Bienvenue à Marque ta page, une émission produite et réalisée par Chiloé et UID, une idée de départ, WID. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à un livre qui a pour titre Malentendu. Malentendu est un livre écrit par Nina Facio, publié par les éditions Payot. Le sous-titre de la page de couverture est Les Français, les médias et la démocratie. Qui est Nina Facio ? C'est une professionnelle des médias. Elle est responsable en Europe de Solutions Journalisme Network, on en reparlera tout à l'heure. Depuis octobre 2016, diplômée de l'École supérieure de commerce et de développement, elle fut d'abord engagée professionnellement dans la sphère humanitaire. Elle a ensuite travaillé comme journaliste en Russie de 2011 à 2015. Pourquoi a-t-elle écrit ce livre ? Pour soigner le monde en soignant le récit que les médias en font. Car l'information divise les Français alors qu'elle devrait offrir des clés de compréhension et proposer un socle commun de réalité. Par quel malentendu en est-on arrivé là ? Quel impact cela a-t-il sur notre démocratie et sur nos capacités à vivre ensemble ? Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce livre que je vais vous présenter aujourd'hui ? Eh bien, la dénonciation du mal qui caractérise notre époque, le rejet de l'autre, la recherche des moyens de retrouver de la confiance par le dialogue, par l'écoute de l'autre pour établir la démocratie. Ce que j'ai aimé aussi, ce sont les 2 pages sur la Russie d'aujourd'hui et sur Poutine. Comment j'ai découvert ce livre ? Par l'intermédiaire de Léo Fillon de la librairie Libellule de Marmande qui est venu le présenter au micro de CFM Radio dans le cadre de l'émission L'Atelier de lecture. Solutions Journalisme Network regroupe des femmes et des hommes qui veulent le changement mondial dans le journalisme par la promotion de reportages rigoureux sur la manière dont les gens tentent de résoudre les problèmes et sur ce que nous pouvons apprendre de leurs succès et de leurs échecs. Malentendu, Nina Facio, les Français, les médias et la démocratie. C'est la Russie qui m'a permis d'aiguiser mon regard sur le monde et de mettre au défi ma capacité d'écouter. Pour un journaliste, le sujet est presque tabou, parce que les récits sont binaires en général, et ceux sur la Russie en particulier. La Russie, c'est la mafia, la misère, le totalitarisme, la vodka et les putes. Et c'est aussi la guerre. Celle contre la Tchétchénie, puis la Géorgie, l'Ukraine. Au sujet de la Russie, tu dois donc choisir ton camp. Tu es pour ou tu es contre Poutine, point barre. En 2015, à mon retour de 5 années passées dans ce pays, j'étais régulièrement invité à des conférences pour partager mon expérience de journaliste à Moscou, notamment dans les écoles de journalisme. Et mon discours commençait généralement par une provocation. Tout ce que j'ai pu lire ou entendre sur la Russie avant d'y vivre, s'est avéré vrai et faux. Bon, vrai dans les faits. Poutine est un despote. La majorité du pays vit dans la misère, le racisme et l'homophobie y sont prégnants. Et oui, les Russes ont un problème avec l'alcool. Pourtant, ces récits sont aussi faux dans leur globalité, car la réalité est toujours plus complexe et l'on dépeint celle-ci avec des critères très linéaires propres à notre culture. Vladimir Poutine était à l'époque toléré, voire largement soutenu par la majorité de sa population. Et merci de remettre ces propos dans leur contexte de 2015. Parce qu'il avait sorti dans les années 2000 son pays de la faillite, de la famine, de la guerre civile et du pillage. Il a, dans la bouche des Russes, contribué largement à ce que ces citoyens puissent vivre comme nous et passer leur dimanche chez Ikea. Le pays, y compris certaines régions comme le Tatarstan, a connu une croissance économique telle qu'une partie de la population a pu rejoindre la classe moyenne. Il est aussi vrai que la Russie compte plus de 176 nationalités et groupes ethniques qui vivent majoritairement en bonne entente et que la pluralité religieuse est respectée. Certaines républiques autonomes sont bouddhistes, d'autres musulmanes, et on compte même une république juive, le Birobidjan. Et enfin, bien que ça soit anecdotique, mon ancien chef au journal, une sympathisante communiste constamment être accusée d'être pro-russe, en fait elle est juste russe, est aussi homosexuelle. Par ailleurs, sur la question de l'alcool, je recommande chaudement l'article de l'ancien correspondant du Monde à Moscou, Benoît Vitkin, intitulé « Comment la Russie de Poutine a fait chuter l'alcoolisme », lequel permet de nuancer par les chiffres un autre préjugé à la peau dure. Non mais c'est un nana alors. Elle est pour ou contre Poutine ? Si elle est lesbienne, je ne comprends pas.
Ce refus des récits binaires, je l'ai hérité de la manière la plus banale et la plus dramatique possible. Mes parents étaient séparés. Si j'avais ma préférence et mes opinions, il m'était impossible, et ce dès le plus jeune âge, de ne pas avoir la complexité des épreuves, des sentiments et des désaccords qui animaient mes parents. Complexité qui les conduisait par 2 fois devant les tribunaux. Et pourtant, je ne sais pas et ne saurais jamais tout sur le conflit qui les opposait. Mais j'ai très tôt appris à reconnaître et à écouter sans forcément approuver les positionnements et motivations profondes de chacun, souvent issus de leurs souffrances et expériences les plus intimes, sans justifier des comportements que je jugeais complètement à côté de la plaque et qu'au contraire j'appréciais d'un côté comme de l'autre, car j'étais capable de les respecter. C'est également ce que mes 5 années passées en Russie m'ont appris. Sans intention aucune de justifier les agissements de l'État russe et de ses partisans, en plus haut lieu, surtout s'agissant de la guerre en Ukraine, j'ai compris que des décennies, voire des siècles, d'un récit collectif occidental qui met tout un peuple dans une case sans nuance ni discernement, avec une grille de lecture unique qui se veut moralement supérieure, alors que le peuple russe souffre justement d'un manque de reconnaissance abyssal sur la scène internationale, et cela conduit encore et toujours au rideau de fer. Tenter de comprendre, de se mettre à la place de l'autre, est l'unique voie possible vers d'autres alternatives que les chemins tracés par les conflits nous font revivre sans fin. C'est un exercice d'équilibriste permanent que de maintenir cette volonté de comprendre sans pour autant prendre parti. Nul besoin d'être journaliste pour constater d'ailleurs que nous sommes souvent confrontés à de grandes difficultés pour nous comprendre les uns les autres. Et pour une raison évidente, nous ne nous écoutons pas. Tous occupés que nous sommes à nous positionner. Écouter dans le but de s'imprégner de l'autre est un talent rare et que l'on n'a pas d'occasion d'acquérir, quel que soit notre cursus scolaire et l'éducation que nous avons reçue. Les récits qui sont faits de nous à l'échelle tant individuelle que collective, et a fortiori ceux des médias, façonnent le monde dans lequel nous vivons. Or, ce dernier apparaît toujours plus polarisé, puisque tout un chacun prend position et s'exprime en permanence sur tel ou tel sujet. Mais personne ne s'écoute. Il en résulte un immense malentendu entre les citoyens, les médias et la démocratie. Pourtant, lorsque l'être humain fait un pas vers l'autre pour le comprendre et que lui-même se sent entendu et compris, il est davantage enclin à hésiter, remettre en question, tolérer, coopérer, partager. Pas changer d'avis, non, mais s'adapter, s'accommoder d'une réalité éminemment complexe. Aujourd'hui, plus que jamais, avec les bouleversements climatiques en cours, l'être humain va devoir s'adapter. Il va falloir questionner nos croyances, nos systèmes, notre vision du monde, notre présomption sur ce que pense l'autre. Plus que jamais, nous devons pallier à la confrontation, décloisonner nos mentalités, nous entendre les uns les autres. Et plus que jamais, le journalisme a un rôle à jouer dans ce processus. Ce livre entend explorer plusieurs causes de cette impuissance collective à nous comprendre et les interroger. Pourquoi observe-t-on une incapacité généralisée à s'écouter dans nos sociétés? Comment cela s'illustre-t-il dans nos pratiques journalistiques? Quel impact cela a-t-il sur nos démocraties et plus globalement sur notre capacité à vivre ensemble? Quelle influence les récits médiatiques ont-ils sur nos futurs possibles à l'heure de la crise climatique? Et enfin, comment un journalisme plus apaisant, plus complexe et plus inclusif pourrait-il façonner de nouveaux scénarios pour construire le monde de demain? À mon retour de Russie, nous dit Nina Facio dans son livre Malentendu, les Français, les médias et la démocratie, page 17, à mon retour de Russie en 2015, j'ai longtemps exploré les différents mouvements journalistiques qui répondaient à mes préoccupations quant aux pratiques médiatiques, en ayant notamment adopté un regard critique sur mon propre travail. J'ai étudié des méthodologies et les mises en principe du journalisme constructif, du journalisme de solution et du journalisme inclusif. J'ai découvert nombre d'organisations qui promeuvent des pratiques éclairées et plus complètes pour raconter de manière nuancée ce qu'est vraiment notre réalité. Parmi elles, Spark News, Reporters d'Espoir, le Constructive Journalism Institute, Danemark, et le Solution Journalism Network aux États-Unis. C'est cette dernière organisation qui m'a paru proposer une méthodologie journalistique des plus pertinentes, car sans tourner le dos à la couverture médiatique des maux de notre société, elle encourage, en informant,
les journalistes à enquêter sur les réponses apportées aux problèmes avec la même rigueur journalistique que celle revendiquée pour dénoncer ces problèmes. Pas de récit binaire donc, puisque toute solution a ses limites et qu'aucune ni parfaite ni pérenne. Aucune obligation ici de choisir entre un récit positif et un récit négatif, mais une volonté de raconter toute l'histoire, dans toute sa complexité, ce qui faisait incroyablement écho avec mon expérience de journaliste en Russie. J'ai commencé à travailler pour le Solution Journalism Network en 2016, car j'ai passé plusieurs années à parcourir l'Europe pour former les journalistes professionnels, ou tout du moins leur permettre d'ouvrir un espace de réflexion sur le métier qu'ils exercent et comment ils l'exercent, et l'impact que cette pratique a sur leur public et sur nos sociétés. En 2018, le Solution Journalism Network a publié l'essai d'un journaliste d'investigation américaine, Armanda Ripley, intitulé « Complicating the Narratives ». Au lendemain de l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis en 2016, Amanda a réalisé que sa légitimité en tant que journaliste avait été grandement ébranlée, parce qu'elle n'avait pas écouté, n'avait pas voulu entendre les millions d'électeurs qui se sont reconnus en Trump. Son pays était polarisé comme jamais et elle s'est questionnée. Quel était le rôle des médias dans tout ça? Comment les journalistes auraient-ils pu le faire différemment? La résonance de cet essai a été telle que nous avons monté une formation du même nom, Complicating the Narratives, visant à complexifier nos récits, en écoutant mieux, en explorant au-delà de ce qui semble être dit à la surface, en honorant la complexité des sujets et en prenant en compte nos biais cognitifs. Aux États-Unis, une étude de l'organisation internationale More in Common, parue en 2019, montre que les citoyens les plus informés, c'est-à-dire plus qu'ils consomment de contenu médiatique, moins ils ont la capacité de comprendre une opinion opposée à la leur. Cette donnée m'a profondément choqué et résonne en moi à chaque fois qu'un sujet polémique surgit dans les médias. Pendant la crise des Gilets jaunes, sur les questions d'immigration, de retraite, d'écologie. C'est donc avec assiduité que j'ai commencé à suivre les travaux publiés par cette organisation, et notamment la branche française du réseau More in Common, qui s'appelle Destin commun. Destin commun est un laboratoire d'idées et d'actions créé en 2017 pour lutter contre les phénomènes de polarisation et de fragmentation qui fragilisent la démocratie et la cohésion sociale. C'est une association aconfessionnelle et non partisane qui a également des antennes en Allemagne, au Royaume-Uni, en Pologne, aux États-Unis et au Brésil. Et c'est ensuite, tout naturellement, que je me suis tourné vers cette organisation afin que ces études nourrissent ce livre de témoignages de citoyens français, de données et d'enquêtes approfondies sur le sujet qui nous intéresse ici. L'approche développée par Destin commun permet d'analyser en profondeur la société française dans sa complexité, ses nuances et ses dynamiques. Pour y parvenir, Destin commun s'appuie sur la psychologie sociale et analyse nos opinions non pas en regard de notre âge, de notre niveau de revenu, encore de notre lieu d'habitation, mais en identifiant les systèmes de valeurs qui traversent la société française. Cette approche permet de comprendre par exemple pourquoi vous ne partagez pas les mêmes opinions que votre collègue de travail, alors que vous avez pourtant un salaire, un âge et une situation familiale identiques à lui, et que vous vivez dans la même ville. Dans leur étude fondatrice, La France Enquête, la segmentation élaborée par Destin commun a permis d'identifier 6 familles de valeurs au sein de la société française. Ces familles sont tour à tour homogènes et très différentes, notamment lorsqu'on interroge des individus sur leur rapport à l'autorité, à la menace perçue dans le monde, au pessimisme ou à l'optimisme, au regard de leurs fondements moraux tels que la bienveillance, la loyauté, la pureté, l'équité, ou encore sur leur niveau d'engagement civique et politique, comment aider un voisin, soutenir une association caritative, participer à une manifestation ou prendre contact avec un élu. Cette approche est inédite et apporte un éclairage essentiel pour comprendre les différences dans notre société, les tensions et les incompréhensions qui peuvent traverser, mais aussi et surtout les manières de les dépasser. Qui peuvent la traverser, mais aussi et surtout les manières de les dépasser. Alors, qui sont ces 6 familles? 2 familles de valeurs constituent ce que Destin commun décrit comme la France polémique. Elles ont des visions du monde les plus antagonistes, très fortement constituées et diamétralement opposées, et participent à une forme de distorsion du débat public, car c'est elles qui prennent le plus de place. Si l'on devait grossir le trait, on pourrait les désigner par la France X, anciennement Twitter. D'un côté, les militants désabusés,
Ce sont ces citoyens du monde qui ont à cœur la lutte contre les inégalités, ont une vision systématique des enjeux. Plus diplômés que la moyenne, ils se reconnaissent dans les valeurs et la vision attachées à la gauche et valorisent les engagements collectifs. Mais leur fort engagement se double d'une forme d'intransigeance et d'incompréhension envers une société qui semble parfois aller à rebours de ce qui relève à leurs yeux de l'évidence. De l'autre côté, on retrouve la famille des identitaires, plus âgés que la moyenne des Français. Ils sont attachés aux valeurs d'autorité, d'ordre et de respect qui sont constitutives de leur vision du monde. Selon la cartographie des fondements moraux, ils sont particulièrement sensibles à la loyauté, à la pureté. Leur vision du monde est également marquée par le prisme de l'injustice qui se traduit par une défiance plus forte comparée aux autres familles de valeurs, notamment envers ce qu'ils identifient comme les élites, mais aussi la désignation de l'ennemi extérieur, à savoir le migrant. Les 4 autres familles de valeurs représentent le milieu ambivalent, cette France qui fréquente justement assez peu X. Nous les appelons les stabilisateurs, les libéraux optimistes. Ils sont la France intégrée et tranquille. Les stabilisateurs sont engagés dans la société, notamment au niveau local, valorisent la participation citoyenne, cette idée que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Soucieux des enjeux sociaux et environnementaux, ils cherchent à faire évoluer la société de manière qui apaise les tensions et engage le plus grand nombre. Le vivre ensemble, la cohésion, mais aussi la transmission sont des notions constructives de leur vision du monde. Et moi, j'ajouterais, peut-être, je ferai une remarque, ce sont des personnes qui sont dans la recherche du faire ensemble. Parce que s'il n'y a pas de faire ensemble, il n'y a pas de vivre ensemble. Ça, c'est mon point de vue. Voilà. Comme le nom l'indique, les libéraux optimistes se distinguent avant tout par leur optimisme qui les différencie du reste de la société. La capacité à aller de l'avant, à se dépasser, à innover, correspond à leur idéal. Un peu plus issu de l'immigration que la moyenne, ce groupe est marqué par la valorisation du travail et de l'effort comme principale source de réussite, car la vie est pour eux un parcours dont il faut être l'acteur. Ils partagent un esprit entrepreneurial sans qu'il corresponde à une homogénéité en termes de niveau de revenus. On peut retrouver dans ces familles tant un chauffeur chez Uber qu'un trader ou un petit commerçant. Les attentistes sont le groupe le plus jeune, étudiants ou jeunes parents, connaissant des contraintes, voire des difficultés financières. Ils perçoivent le monde comme de plus en plus complexe et dangereux et se concentrent avant tout sur leur situation personnelle et leur quotidien. Dans une logique de cocon, ils sont plus en retrait du collectif dont ils attendent peu de choses. Ils ont le plus souvent une position médiane, voire pas d'avis sur un grand nombre de sujets, dans un détachement qui est le reflet de leur retrait de société. Les laissés pour compte, enfin, ce sont le groupe le plus nombreux dans la société française. Lors de l'enquête menée entre 2019 et 2020, ce groupe se rapprochait le plus des Gilets jaunes. Un peu plus féminine, cette famille de valeurs est marquée par un manque de reconnaissance, un sentiment d'invisibilité et d'abandon. Les laissés pour compte ont le sentiment que la société en fait très peu pour eux, un peu moins diplômés, peu représentés chez les employés. Ils expriment une critique du collectif et sont dans une attitude de retrait, non par détachement, mais par colère et frustration. Ces personnes sont en recherche d'espace et de collectif où elles se sentiraient prises en charge, écoutées et protégées. Chacune des familles de valeurs pourra vous rappeler quelqu'un de votre entourage ou vous-même. Et je terminerai mon émission sur cette remarque. Regardez autour de vous, écoutez-vous, essayez de vous comprendre, essayez de vous entendre, essayez de vous écouter, cherchez des solutions ensemble. Et peut-être qu'il ne faut pas chercher à vivre mieux, mais qu'il faut chercher à vivre meilleur. Vous étiez à l'écoute de Marc Tapage, une émission proposée et réalisée par Chiloé et UID, une idée de départ, WID. Merci de nous avoir prêté attention. À bientôt pour notre livre.